Les Baladeurs, une série audio, les Others. Des balades, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ? Prêt? C'est parti. Se dépasser pour poursuivre un but, une quête qui, au fil des pas, devant chaque difficulté, semble de plus en plus inaccessible. Persévérer, confronter son corps à un environnement qu'il ne connaît pas, se transformer, laisser l'effort affecter chaque muscle, les tendre, écouter, le râle des respirations, le frisson de la peur. Miguel Bonnefoy est un écrivain franco-vénézuélien qui, pour l'écriture d'un nouveau livre, quitte les rangées familières des bibliothèques pour éprouver l'aventure, se heurter à la violence d'un géant de la terre de ses origines, le Salto Ángel. Ce livre n'est pas celui d'un anthropologue ni celui d'un historien. J'oserais même dire qu'il n'est pas celui d'un romancier ni celui d'un aventurier. Ce livre est celui d'un homme qui, n'ayant pas encore dépassé les 30 ans, à l'aube de sa plume, a voulu raconter un voyage dans sa vérité. Je n'ai pas essayé de maquiller la fortune des événements. Je me suis proposé rien de plus que de raconter. Les pieds déchirés par des jours de marche, les bras écorchés, le corps couvert de piqûres de moustiques, j'ai éprouvé cependant la sensation confuse de me faire frère avec la terre. J'ai livré une bataille entre la fatigue et l'émerveillement. Aujourd'hui, c'est de cette rencontre que je souhaite faire le récit. C'était pour l'écriture du livre Jungle la première fois que j'allais au Salto Ángel. Le Salto Ángel se trouve dans la colline de El Ahuyantepuy, qui est dans la Grande Sabana, qui est en el Estado Bolívar, dans le sud-est du Venezuela. Naturellement, c'était une cascade qui est très difficile d'accès. En général, les touristes peuvent la voir d'en bas lorsqu'ils s'arrêtent au campement Isla Ratón, qui est touristique. Lorsque moi je parle avec des amis au Venezuela et je leur dis Estuve en el Salto Ángel, j'ai été au Salto Ángel, ils disent ah oui, tu es allé à Canaima, après tu as pris une pirogue, tu es allé jusqu'à Isla Ratón, et de Isla Ratón tu as pris 3 photos de le Salto Ángel d'en bas. Et je dis non mon ami, je suis arrivé par en haut du Salto Ángel, puis après on l'a descendu. Et ça c'est plus rare. Si tu décides d'aller à Camarata ou aller à Santa Marta, aller à Uruyen, qui est de l'autre côté de la montagne, tu es obligé de traverser toute la montagne pour pouvoir y arriver. Et c'est le voyage qu'on a fait pendant 3 semaines jusqu'à arriver en haut del Salto Ángel. Il y a dans le sud-est du Venezuela des tepuy, qui veut dire des géants de pierre en pemón, et le tepuy le plus connu est celui de Roraima, qui est à côté de Santa Elena de Guairén, qui est avec la frontière brésilienne. Cependant, el Salto Ángel vient de Ahuyantepuy et il est un peu plus au nord. Celui-ci est entièrement sauvage. On dit que pas plus de 100 personnes ont fait ce voyage. Les indigènes eux-mêmes, les premiers peuples qui étaient là, y allaient très peu, puisque autour de la montagne, il y a ce mystère, il y a ce secret, il y a un je ne sais quoi qui raconte que des canaimas habitent à l'intérieur et on y trouve des esprits, des djinns, des elfes, des petites divinités, des ondins qui peuvent tout à coup apparaître et te transmettre des messages soit positifs, soit négatifs, toutes ces choses. Et ils peuvent nicher dans des courges. C'est la raison pour laquelle l'endroit s'appelle Ahuyantepuy, qui Ahuyan a donné Ahuyama, qui veut dire potiron. Donc, de fait, la montagne s'appelle la montagne du potiron. C'est un nom qui a beaucoup moins de charme que Ahuyantepuy. C'est ce que te racontent les indigènes lorsque tu t'assois avec eux, leur petoy, leur pemone, lorsque tu voyages avec eux. Et parallèlement à ça, les gens de Caracas, donc de la capitale du Venezuela, eux ne connaissent de l'Ahuyantepuy et du Salto Ángel que très peu, pas plus qu'un Français ne connaît des contrées reculées dans lesquelles se trouvent des légendes très précises et qui ont à voir avec un imaginaire collectif régional. D'un côté, bien entendu que ça m'intéressait en tant qu'écrivain, puisque tu te permets alors des porosités entre la magie et le réel, et d'aller explorer des personnages qui peuvent être moins cartésiens, moins rationnels, qui donc donneraient à une page plus de lyrisme et plus de force. Et cependant,
Mon travail était celui d'un récit de voyage, c'est-à-dire d'être entièrement fidèle à la réalité. Alors il y avait sans cesse ce jeu comme ça, comme un funambule sur une corde, sans cesse cette espèce de frontière qui était délicate et précise. D'un côté, de pouvoir être loyal à ce qu'on avait vécu, de comprendre que si tu parles des Canaim, ces esprits-là, eh bien fatalement tu es obligé de mettre ces mots dans la bouche d'un personnage. Et bien entendu, d'un autre côté, j'aurais voulu écrire quelques pages peut-être un petit peu plus audacieuses par rapport à cette magie-là. Ce sont des coups de pinceau que tu essayes de donner dans la grande fresque d'un voyage. Le voyage a commencé bien sûr à Paris. J'avais énormément fait des lectures, de la jungle, ce qu'on appelle le plateau guyanais, de l'imaginaire collectif, du champ lexical, de la faune, de la flore, des coutumes, des mœurs, des habitudes, et essayer comme je pouvais de rassembler un monde, un globe d'idées. Je me suis rendu compte cependant en arrivant que bien sûr que le travail pouvait de temps en temps donner quelques précisions où tu te permettais alors, dans une queue de phrase, une sorte de petite coquetterie, parce que tu avais fait une recherche difficile dans une encyclopédie comme ça, selvatique, un petit peu avant. Et pourtant, lorsque tu es dans un récit de voyage et que tu voyages, tu te rends compte que toutes les bibliothèques du monde ne peuvent pas donner l'idée d'une feuille, l'idée d'une fleur, l'idée d'un parfum. Aucune description d'une mangue ne peut donner le goût de la mangue. On était 3 Français, donc moi, Marc Lubin et Pierre Petit. Nous sommes arrivés à Caracas où on a rencontré Henry González qui était là avec Daniel. Eux, ils ont tout simplement créé une sorte d'itinéraire de randonnée au milieu de cette jungle et à la fois de cette savane dévorante en el Ollantaytambo. Puis ils ont des cordes, des mousquetons, des harnais et tout un matériel pour pouvoir ensuite faire la descente de la cascade. Cependant, ça demande des conditions physiques qui sont importantes et moi, je dois avouer que je ne les avais pas, tout simplement. En arrivant à Caracas, de là, on a pris un autre avion dans un vol national qui nous a emmenés jusqu'à Ciudad Guayana. Et de Ciudad Guayana, on a pris un jeep jusqu'à arriver à La Paragua. Et La Paragua, on a pris là un tout petit avion de 4 places, une sorte de monoplan comme ça de 4 places qui nous a emmenés jusqu'à Uruyen où devait à partir de là commencer le voyage. Les turbulences de l'avion me firent sursauter. Marc avait l'air calme. Je lui demandai de me parler des itinéraires de trek que nous survolions. Ici, peu de choses figurent sur une carte, dit-il avec une ferveur adolescente. Cette réponse me donna aussitôt la mesure de l'immensité. En dessous s'étendait un taillis ininterrompu de feuillage, un territoire vierge, une terre inviolée, dessinée de façon approximative, oubliée des cartographes. Avec une soudaine émotion, Marc se frotta les mains et se pencha vers mon côté. « Ce n'est pas seulement le voyage qu'il faut accomplir, murmura-t-il à demi-mot. C'est l'idée du voyage. » Au loin, une paroi frappée de lèpre saignait comme une peau. Henri se redressa sur son siège à l'avant de l'avion, pointa ce morceau de mur et dit à voix haute « Le voilà !» Un rideau de ciel s'ouvrit et je vis apparaître comme un géant de sable l'Ollantaytambo. Celui qu'on a longtemps nommé la montagne du diable, élevé à plus de 1000 mètres au-dessus de la jungle. C'était un mont de grès aux parois verticales et aux toits aplatis, dont le sommet présentait une nation de chutes et de nuages. Son haleine pliait les arbres, il portait des forêts de boniétas, des kilomètres de cratères et de crevasses, des paysages préhistoriques et des steppes marécageuses. Comme un miracle, il n'avait pour beauté que la démesure. Le voyage était là. Il y a eu, bien entendu, un décalage entre ce que j'avais imaginé, puisque toi tu imagines une sorte de jungle comme ça, qui est dévorante, qui est épaisse, qui est serrée, et où tu dois ouvrir des sentiers à la machette, puisque tu es dans un imaginaire d'hier que nous avons tous. Et pourtant, en arrivant là-bas, tu te rends compte que c'est assez travaillé. Par exemple, tu ne vas pas porter toi-même tout ce que tu vas manger, ce sont des porteurs qui vont le faire, et donc tout à coup j'ai découvert qu'il y aurait des porteurs et qu'on ne serait pas seul, qu'on était 14 hommes ensemble, ça fait pas mal de monde. Puis ensuite il y avait tous les moments où on marchait dans des savanes qui étaient des plateaux presque lunaires, en haut des tepuyes. Tout en haut, ce sont comme des montagnes qui sont chauves, qui sont pelées, qui ont une pierre noire dans laquelle pousse à peine une petite fleur carnivore qui a eu la témérité dans une fissure
de créer la vie. Et tu passes une journée entière à marcher dans des sentiers qui sembleraient absolument galactiques et qui n'ont rien à voir avec la jungle que tu avais imaginée. En regardant bien entendu toutes ces pierres, je me disais, comment tu vas décrire cette journée si de fait il ne s'est rien passé. On a marché pendant 8 heures avec 20 kilos chacun sur les épaules. Rapidement, on s'espace parce qu'on est dans une sorte de cordée de 14 hommes. Tu es seul dans tes pensées, tu réfléchis à tes affaires et tu ne vas pas mettre ça dans le livre. C'est qu'importe, c'est le monde entier se fout complètement de qu'est-ce que toi tu penses à ce moment-là. Donc, j'essayais comme je pouvais de voir à quel moment je ferais des coups de narratif, essayer de raconter un petit peu l'histoire, voir quels ont été les explorateurs qui sont venus et qui ont peut-être écrit là-dessus, comprendre pourquoi à un niveau toponymique, à un niveau sémantique, telle plante s'appelle comme ça, pourquoi le Salto Ángel s'appelle comme ça. Bien entendu que le Salto Ángel n'a rien à voir avec les indigènes, et c'est encore une fois une construction européenne. Comprendre petit à petit quels sont les labyrinthes, les minotaures qu'on a à l'intérieur, et quelle est la dynamique qu'ils te donnent pour pouvoir avancer. On est parti donc de Uruyen, ça commence par, eux ils appellent ça des murailles, c'est-à-dire que la montagne n'est pas un talus en pente parfaite, mais c'est par strates, par escalier, par système de marche d'échelons. Et la montagne fait autour de 2500 mètres, et donc en effet tu la divises plus ou moins en 3, et il y a 3 murailles. Donc les premiers jours ce n'est que de la savane et de la montée pleine de pierres. Au bout de 3 jours, nous sommes arrivés en haut, dans le sommet. Et le sommet est ce paysage lunaire qui est chauve, qui est pelé, et qui n'a vraiment aucun intérêt. Même si, pour un botaniste, observer telle et telle fleur, il se rend compte que ce sont des fleurs endémiques, et peut en récupérer pour en faire des herbiers. Et ce sont des herbiers rares, parce que ce sont des plantes qui ne grandissent que dans les tepuyes. Le tepuy est plus ou moins creux, c'est-à-dire que régulièrement il a des failles, des abîmes qui se font, et lorsque l'abîme se crée, là commence à l'intérieur une jungle. C'est comme une sorte de ride sur un visage qui serait pleine de poils. Nous étions obligés de descendre, puisque pour continuer la marche de rive à rive, tu es obligé de descendre. On aurait pu faire le voyage en 5 jours s'il n'y avait pas eu ces crevasses, et s'il y avait eu peut-être juste des ponts. Ici, ce qui était compliqué, c'était de descendre à chaque fois dans ces abîmes, dans ces crevasses, et de passer 2-3 jours à l'intérieur de cette jungle pour après remonter, retourner dans ce paysage pelé, te retourner et te rendre compte en fait que tu n'es qu'à quelques mètres. Mais ce qui a été compliqué, c'est de faire cette descente-là. Et là, à l'intérieur, il y a cette végétation étrange, cette nature qui n'est pas charitable. La jungle n'est pas généreuse. La jungle ne s'entraide pas. Les plantes ne s'épaulent pas les unes aux autres. Il n'y a pas d'utopie. Il n'y a pas de société idéale dans la nature. On se bat pour récupérer quelques rayons de lumière de la canopée, pour essayer de saisir l'eau rare qu'il y a. Ce sont des plantes qui montent sur une autre plante, qui montent sur une autre plante, et qui créent alors des plantes hybrides, hétéroclites, très mystérieuses, et qui sont tout simplement une plante qui est en train d'en manger une autre. Et ça se passe avec les insectes, et ça se passe avec les oiseaux, ça se passe avec toute cette espèce de végétation étrange. Et tu te rends compte que tu marches dans un paysage hostile. La nuit est peuplée. Tu n'es pas bienvenu. Il n'y a pas des fleuves qui sont gorgés de poissons. Le ciel n'est pas rempli d'oiseaux. Et la sève des arbres est acide, laiteuse, étrange. Je me souviens d'une nuit où on s'était réunis dans le campement, on avait fait un feu comme d'habitude. Moi, je m'étais éloigné pour aller faire pipi, et au milieu des fourrés, j'avais cru voir un mouvement comme ça, une sorte d'éclair rouge au milieu des fourrés, en revenant comme ça en catastrophe dans le groupe. J'avais dit que j'avais cru voir au loin peut-être une sorte de rongeur assez... Et je me souviens qu'un des Pemong s'était levé et qu'il était parti comme ça en hurlant, une sorte de surexcitation, rentré dans la jungle noire. Ainsi, on était ressorti en tirant une sorte d'énorme rat gros comme un chat ou comme un lapin par la queue, qui était une sorte de rabipelao, laid comme tout, comme ça, avec des petites dents. Et il s'était mis à lui tapoter le dos, son échine avec la machette, en pensant qu'on allait le manger. Cette scène comme ça qui m'avait beaucoup impressionné, et Abraham, chef des porteurs, regardait à peine l'animal comme ça, ne cessait de me regarder mon expression.
Et il y avait une forme de mystère dans son regard. Mais bon, je me souviens en effet de cette scène des Ravi-Pelao, puis c'était toute une famille de Ravi-Pelao qui entourait le campement. Le soir, nous avons rangé le fromage, la nourriture, mais le lendemain, on s'est rendu compte qu'énormément de sacs avaient été éventrés. La nuit est peuplée de bruits, bien entendu, étranges, comme on peut toujours se l'imaginer, et d'un autre côté, paradoxalement, elle est entièrement silencieuse. On marchait pendant si longtemps, pendant les journées, qu'on était épuisés. Et alors, tu dors comme ça, profondément. J'ai pas du tout le souvenir d'avoir été inquiété par quelque chose. Ce fut à cet instant qu'Abraham prit son aponoïg, le petit blanc dans les mains, s'approcha de moi et me le tendit. Je l'acceptai avec surprise. Il s'assit de l'autre côté du feu et me dit tout d'un souffle. Les Ravi-Pelao essayent d'imiter les autres, mais il n'a pas d'identité. Je fus d'abord surpris par l'enthousiasme soudain de cet homme qui était resté mystérieux jusqu'alors. Cependant, dans sa voix, je sentis une pointe d'ironie envers moi. Je ne m'en inquiétais pas. Une seule question me brûlait les lèvres depuis des jours. Qui sont les Canaimas ? En quoi cela t'intéresse ? Me demanda-t-il. Je suis vénézuélien, répondis-je. Cela fait partie de mon identité. Abraham fronça les sourcils. Avec un couteau, il tailla des copeaux d'écorce. Il fit un croisillon sur la tête d'une branche et en sortit 4 morceaux de bois qu'il jeta dans le feu. Quand tu abuses du koumi, tu deviens un Canaïma, dit-il lentement. Ils sont les gardiens de la montagne. Ils peuvent se manifester sous différentes formes, humaines, animales, organiques. Ils peuvent même prendre le corps d'un touriste. Pour vous, grimper jusqu'au sommet est un sport, continua-t-il. Pour nous, grimper signifie avoir le courage de défier les Canaimas à chaque traversée. Avant de partir, on consulte un chaman qui, par des oraisons et des invocations, juge des bons augures du voyage et annule les dangers du chemin. Il y avait une hiérarchie énorme au niveau de cette cordée humaine. Les caraqueños de Caracas, eux, de leur côté, que ce soit Henry González et Daniel, avaient leur code de parole, avaient leur référence qui était très caraqueña, très de la capitale. Donc ils étaient vénézuéliens, bien sûr, mais vénézuéliens citadins qui n'avaient rien à voir avec les indigènes porteurs. Les indigènes porteurs, eux, parlaient pemón entre eux, en intégrant de temps en temps des mots en espagnol, mais tu te rendais compte que c'était un monde complètement à part où ils ne te laissaient pas pénétrer. Puis tu avais le groupe des Français qui, fatalement, parlaient en français entre eux. Et moi, j'observais, en essayant d'aller de groupe en groupe, en essayant de saisir, par exemple, essayer de comprendre le travail de Pierre Petit, qui lui était en train de filmer cette expédition, essayer ensuite de comprendre comment Henry González avait créé cette entreprise, quelle était l'histoire de Daniel, et puis ensuite, petit à petit, essayer de m'approcher le plus possible de ces indigènes qui, eux, au début, étaient fermés comme des coquilles, comme des huîtres. Ils n'avaient aucune envie de me donner des informations parce qu'ils me voyaient sans cesse avec le carnet, curieux, impatient, en essayant de les toucher, de leur prendre la main, de leur dire « Mon ami, essayons d'avoir une connexion ensemble ». Et petit à petit, ils se sont ouverts, mais jamais, bien entendu, entièrement. Il me dit qu'entre porteurs, il s'appelait Pétoy, qui veut dire ami. Il m'expliqua que Pémon signifie personne et que l'origine de ce nom était un acte de résistance linguistique afin de se différencier des animaux au regard du colon. J'écoutais ce garçon qui avait la force de son âge, enfermé dans un siècle de commerce absurde, accroupi devant son poisson. On était dans un campement, était derrière un rideau de feuillage et près de le fleuve Churung qui déversait ses eaux au loin. Nous avions fait un feu et on était assis l'un en face de l'autre. Lui a pris un bout de bois et il m'a dit « Le bâton que tu as pour marcher n'est pas bon parce qu'il n'est pas à ta hauteur. Permets-moi de t'en tailler un. » Il a pris donc le bout de bois et s'est mis à tailler. Et pendant qu'il taillait, je dis « Abraham, ¿te molesta si te hago un par de preguntas? Est-ce que ça te dérange si je te pose quelques questions ?» Et il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux savoir ?» Je dis « Écoute, je veux savoir ceci. Je lui ai posé plusieurs questions et puis il m'a écouté en silence, sans rien me dire. Et il m'a dit « Tu sais, nous, avec les paiements, pour choisir le prochain cacique ou le prochain capitaine de la communauté,
On passe par une sélection naturelle. La sélection naturelle ne se fait pas comme les girafes, comme les éléphants. Nous, on passe par la parole. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le capitaine de la communauté donne toutes les informations à un jeune dans sa communauté et il le fait en une fois, en 1 heure. Si le jeune n'a pas réussi à s'en souvenir en une fois, alors ça veut dire qu'il ne peut pas porter l'héritage de son peuple. Alors mon ami, toi tu es là, tu me poses beaucoup de questions, tu as un carnet à la main, et tu veux que je te raconte tout. Et dis, bueno, alors permets-moi donc de tout te raconter, mais je prendrai juste 1 heure, et après je me tairai et je le répéterai pas. Si tu arrives à t'en souvenir en 1 heure, alors tu peux porter l'héritage du peuple, même si moi, bien entendu, je ne suis pas dans cette course-là. J'ai eu l'élégance quand même de lui demander si je pouvais écrire, et que c'était de la triche, bien entendu, dans ses références à lui. Et puis à partir de là, je me suis mis tout simplement à recopier tout ce qu'il m'avait dit. Comment ils vivent, comment ils tombent amoureux, comment ils élèvent un toit, comment ils font pour pouvoir vivre dans un pays qui n'a plus rien à voir avec l'histoire des premiers peuples et qui est un pays profondément capitaliste. Qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à la politique? Il lui semblait fondamental de pouvoir envoyer une délégation de Pemone au ministère du Tourisme pour pouvoir imaginer un tourisme responsable qui soit dans le respect tantôt de la nature et tantôt des Pemone, de voir s'il était possible également de faire des barèmes pour payer les porteurs et que ça ne se fasse pas toujours au black et au visage, etc. Et j'avais été très surpris par toute cette affaire de cet homme qui était en train de me parler politique, peut-être parce qu'il avait devant lui un blanc. Et il s'était dit, eh bien, ce garçon, ensuite, va aller écrire ça, il va aller le publier de l'autre côté de l'océan, et ce sera une graine qu'il plante. Et je m'étais également rendu compte qu'ils étaient payés au black, en cash, et c'était Henry González qui portait tout l'argent dans son sac. Nous, on imagine d'avoir 500 € dans la poche, ce sont quelques papiers. Au Venezuela, il y a une telle inflation, et le billet le plus haut et de 100 bolívares, c'est-à-dire que c'était presque la moitié de son sac n'était que de l'argent. Et c'est très lourd, c'est comme avoir un sac plein de livres. Et j'avais été surpris de me rendre compte que Henry González avait passé 14 jours à marcher avec nous, avec la moitié de son sac rempli de billets de banque, et qu'il ne les donnait pas avant, parce qu'il aurait pu distribuer cet argent pour distribuer le poids, et qu'il avait attendu le dernier jour pour tout donner à tout le monde, parce qu'il se méfiait qu'il disparaisse pendant la nuit. Et ça m'avait beaucoup impressionné, cette histoire. Et je revoyais Abraham qui le regardait ouvrir son sac et sortir des choses, etc. Et on était dans une sorte de microcosme, au milieu de la jungle, au milieu de rien. Là est le patron, là est l'employé, d'une certaine manière. J'avais été très surpris par cette situation qui m'avait semblé archaïque. Le vide qui nous avait autrefois séparés à Guayaraca, lui dans sa profondeur Pemone, moi dans mon adoption française, c'est ce même vide qui nous rapprochait à présent en une langue commune. Il y avait une grande distance entre nous, mais je ne pouvais m'empêcher d'avoir une pensée pour un lointain ancêtre commun. Un étrange personnage qui serait un premier père, rassemblant en un organisme primordial la conséquence d'être moi et le désir d'être lui. Je pense que la rencontre la plus belle, au-delà d'Abraham, au-delà des porteurs, ça a été celle avec la cascade, bien entendu, c'est-à-dire avec El Salto Ángel. Je me souviens de la présence des cascades, de ce manifeste des cascades, et se dire que la cascade est encore en train de tomber, et que toi et moi on disparaîtra, et la cascade continuera à tomber. Enfin, je me souviens de cet instant, cette force tellurique, organique, supérieure, qui nous dépasse quoi qu'il arrive, qui n'a pas besoin de pamphlet, qui n'a pas besoin de livres, qui n'a pas besoin de grandeur, qui n'a pas besoin de marbre à être taillé. Elle n'atteste qu'elle-même. On ne l'entend pas, même si on pourrait parfaitement l'entendre parce qu'elle est énorme. On ne l'entend pas, mais pour y arriver, tu es obligé de passer par des kilomètres de marécage. Comme toute chute d'eau, elle vient bien sûr de galeries liquides, souterraines. Pour l'atteindre, tu n'arrives pas par une sorte de petit plateau ou un pré comme ça de chardon et de roses, et tout à coup alors commence d'une manière magique et spontanée une source d'eau. Elle vient d'une sorte d'immense lac, mais un lac qui est plein de boue, qui est plein de fange, plein de sentiers boueux, plein d'insectes bizarres, une végétation qui est laide, sans fleurs,
à moitié sèche et aride. Et je me souviens de ces journées de marécage qui ont été difficiles, avec l'eau jusqu'aux genoux, donc avec les chaussures et les chaussettes qui étaient mouillées pendant de longues heures, à avoir le soleil qui te frappe et te dire mais imagine la quantité d'eau qui doit être en train de se déverser de l'autre côté, et tu marches, et tu marches, et tu marches. On s'est posé dans une sorte de campement qui était une pierre un peu surélevée, une pierre rouge qui nous laissait les paumes des mains marquées comme ça à chaque fois qu'on se posait dessus. Et je me souviens d'avoir observé comme ça ces kilomètres de marécage, de me rendre compte que je suis sur une sorte d'île au milieu d'une pierre rouge comme un cœur au milieu d'une anatomie, en te disant, et la seule chose que j'ai devant moi, c'est 48 heures d'une descente en rappel d'une cascade. Seigneur, pourquoi? Je doute, et moi j'ai eu peur, et j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai été en colère assez. J'ai eu un moment de vraie colère avec Henry González, où au bout d'un moment j'ai dit, écoute, moi je suis un homme de bibliothèque, moi je suis quelqu'un qui écrit des livres, moi je comprends que vous trouvez ça extraordinaire de faire ce voyage-là, mais moi c'est pas mon truc. Et je me souviens qu'il m'avait dit, écoute, il y a 3 options. Soit tu fais le chemin de retour, donc tu te refais les 14 jours en arrière et tu refais toi-même tes propres campements, tes propres feux, enfin tu refais tous les chemins balisés comme ça de ton côté. Soit on appelle un hélicoptère. L'hélicoptère viendra te voir, mais du coup ce sont $3000. Moi je ne te les payerai pas et il faudra que tu attendes ici pendant 2 jours que l'hélicoptère te voit dans cette pierre rouge au milieu des marécages. Soit, mon ami, eh bien, on continue toujours tout droit. Il y a une cascade et comme tout le monde, tu la descends et tu rentreras chez toi. Je me souviens de ce moment comme ça où nous en avons parlé. Tu te rends compte que tu es vraiment au milieu de rien et que tu n'as qu'une seule option, c'est de continuer. Il y a absolument une frayeur comme ça qui s'est fait, une énorme fatigue et je garde parfois des souvenirs amers de ces quelques jours. Entre 2 branches, dans un carré d'arbre, un écureuil noir sauta pour attraper une noisette. Henri le suivit du regard. Il prit son appareil et s'éloigna du groupe pour photographier son premier écureuil du Tépouille. Marc m'observa avec une pudique amitié. « Tu n'as jamais fait de rappel, n'est-ce pas ?»« Jamais. »« Tu es dans la merde, me sourit-il. » Je le remercie avec élégance. Il me fixa, sans me juger, avec un regard paternel. Être dans la merde a quelque chose d'héroïque, tu sais. Avant d'y arriver, il y a des branchages, des troncs d'arbres. C'est une journée entière de troncs d'arbres qui sont posés comme ça. C'est comme si c'était les racines de la montagne qui t'empêchent d'arriver jusqu'au Salto Ángel, comme si c'était des doigts ou des mains qui essaient de t'agripper pour ne pas y arriver. Et ils sont souvent à hauteur d'homme, donc tu dois sans cesse te demander si tu le sautes ou si tu passes par en dessous. Et d'un côté ou de l'autre, de toute façon, c'est compliqué et difficile. Et il y en a 1000. Donc je me souviens d'après les journées de marécage, ensuite avoir cette journée-là de troncs d'arbres affreuses, où je me suis explosé les tibias, d'être arrivé vraiment à la source du Salto Ángel, où tu vois déjà cette espèce de 2 pierres encastrées, et où avec cette force de vomissement comme ça apparaît El Salto, eh bien, de m'être entièrement déshabillé, m'être mis dans l'eau, qui avait une couleur thé, une couleur ocre, une couleur terracotta. Et m'être posé là, je me souviens d'un moment comme ça de bonheur et de grandeur. Cependant, j'insiste dans cette idée, les conditions sont difficiles, tu perds du poids à force de marcher et de manger peu. Tu n'es pas dans un environnement agréable, tu as sans cesse les chaussures qui sont refroidies, qui sont mouillées, tu as mal partout, tu te érafles les mains, les genoux, c'est une violence avec ton corps. Je partis me coucher avant les autres. Cette nuit, je fus incapable de dormir. L'obsession de la cascade ébranlait mes sens, me tenait en éveil. La marche, dont je n'avais pas l'habitude, avait gonflé mes pieds. Je les posais sur mon sac en hauteur et je me couchais en travers. J'entendais les autres bouger dans leur tente ou, plus loin, les pétoilles parlaient dans leur hamac. Parfois, l'un d'eux se retournait et secouait tout l'édifice de l'abri. Le son de la bâche roulait jusqu'à moi. Et là,
Les yeux ouverts pendant des heures, fixant les arceaux croisés de ma tente, je pensais à ce lendemain dangereux où nous devrions prendre un sentier qui se jetait dans le vide. À partir de là, El Salto Ángel commence, et puis commence donc cette nouvelle étape qui est celle de préparer une descente en rappel. Et il me semble que ce sont 958, 968. Ça n'arrive pas au kilomètre, mais c'est à quelques mètres, si tu veux, du kilomètre. Et les rappels étaient de 70 mètres ou 80 mètres, il fallait en faire autour de 14. Et donc, chacun à tour de rôle doit descendre. Une fois que tu es en bas, tu cries d'en bas « Libre !» Et l'autre comprend alors que la corde est libre, et donc lui, à son tour, peut rajuster, se vacher à la corde pour descendre dans les 70 mètres. Le système est classique, comme tout rappel. Tu as la paroi qui est verticale, tu as ta corde, et tu dois tout simplement pousser avec les jambes, tout en lâchant, quand tu es dans l'air, un petit peu de corde pour descendre quelques mètres. Au début, bien entendu, moi je n'avais absolument pas compris comment il fallait faire. Puis rapidement, on m'a expliqué, donc le premier rappel est difficile, le deuxième est difficile, et le troisième, tu commences plus ou moins à comprendre le système. On me tira vers le haut. Au sommet, je ne voulais pas lâcher la corde. On me réexpliqua les mécanismes de blocage, on réajusta mon harnais. Marc murmura « Regarde où tu mets tes pieds ». Puis, sans attendre, me jeta une nouvelle fois dans un couloir vertical. Je glissai le long de la paroi en faisant des signes de détresse. 30 mètres plus bas, je basculai dans une brèche et mon sac resta coincé entre deux pierres. Sans jamais lâcher la corde de ma main d'arrêt, je tirai avec la gauche pour le libérer. Une brume se leva d'un coup, m'enveloppa d'une manière aussi rapide qu'inattendue. Aussitôt, je fus pris d'une panique, ne voyant plus la corde, les pieds dans le vide, égaré dans une éclipse de ciel. Je me souvins brusquement de l'après-midi de Ayaraka, quelques jours auparavant, où je m'étais perdue au milieu des bois et qu'Abraham m'avait découvert sur un lit d'humus et de ronces. D'emblée, je reconnus la peur qui m'avait paralysée et dont les blocages me menaçaient encore. Je me hâtai d'empoigner mon descendeur et je glissai avec précaution. Je pénétrai peu à peu cette nuée aveuglante, lorsque je sentis sous mes semelles une surface fragile où je pus poser la pointe de mes pieds. Je demeurai en équilibre sur cette étroite corniche. Je marchais doucement, à reculons, pour accéder au dévers. Mais alors que j'atteignais le bord, je sentis la roche se rompre sous mon poids. Je ne pus dégager ma jambe dans l'entremêlement des lianes et la charge de mon sac me tira vers l'abîme. Je roulai vers le vide dans un nuage de poussière et de fleurs arrachées. Lorsque dans ma chute, la corde claqua fort et m'arrêta brusquement dans l'air. Le baudrier me serra les cuisses et m'endormit les jambes. Mon sac rebondit sur une bosse, s'enfonça profondément dans une fente du rocher. Comme j'avais mal aux articulations des mains, mes poignets se tordaient, je dus changer les bras pour continuer à freiner. Je me sentis abrutie par le soleil et le vertige. La corde pesait presque 20 kilos. La boue, l'eau, le grès, le quartz ensablé, tout l'alourdissait. Ce jour-là, je n'eus dans la bouche que des injures. Quelques minutes plus tard, je vis une sente où je distinguais Daniel qui m'attendait. Là, sur les bords du fossé encore fangeux et humide, il n'y avait nulle trace de piétinement ou de semelle. En touchant le sol, je posai mes fesses sur mes talons. Mes pieds s'enfoncèrent. Je me débarrassai de mes gants et me tenant à une roche toute proche, afin de prévenir une glissade, je l'insultai généreusement. Daniel m'aida à retirer mon mousqueton et cria vers le haut, le cou tordu. « Libre !» Je me suis complètement déchiré un des muscles du bras à force de tirer sur la corde. Et lorsque tu arrives sur des petits belvédères, sur des petites saillies qui sont comme ça sur la paroi, vous êtes 5 à attendre là, tu dois te prendre à quelques pierres pour être sûr de ne pas tomber, tu as sans cesse le vertige, il y a 1 kilomètre de chute, tu te rends compte en plus qu'il n'y a aucune instance de sécurité qui n'est passée par là pour s'assurer que ces pierres-là peuvent tenir le poids de 5 hommes. On nous a dit, lorsqu'on a fini les rappels, qu'on est arrivé donc tout en bas del Salto Ángel et que là, on rentrait un petit peu dans des sentiers qui sont de parcs nationaux de Canaima, qu'il fallait cacher les cordes et cacher les harnais, parce que si le garde forestier passait, on pourrait avoir des problèmes parce qu'il est interdit de faire ça. Et heureusement que c'est interdit. C'est irresponsable de faire quelque chose comme ça. Je dis très honnêtement.
Et j'en ai parlé bien plus tard avec Henry González à Caracas, en train de boire une bière. Et je lui disais, mon ami, mais tu te rends compte que toi, tu prends ça sur Internet, comme ça, et s'il y a un accident, enfin... Et lui me disait, si, ouais, non, voilà, en gros, ça, c'est mon business, c'est-à-dire de proposer une sorte d'aventure qui est extraordinaire. Si tout se passe bien, t'as un livre. Si ça se passe pas bien, ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il avait eu un accident d'une femme qui avait ses cheveux, il semblerait, s'étaient accrochés au mousqueton du harnais. Et donc, elle avait, en pleine descente, mais il faut s'imaginer que tu es en pleine descente d'une cascade d'eau à 1000 mètres d'altitude, au milieu de la jungle vénézuélienne, tu as tes cheveux qui tout à coup s'agrippent. Et elle commence à hurler. À force de vouloir tirer les cheveux, elle lâche la corde, descend encore plus, se tire les cheveux, commence à saigner du cuir chevelu. Et Henry González m'a raconté cette scène en disant qu'il a dû rapidement refaire une nouvelle corde, descendre lui à côté d'elle pour prendre et lui couper les cheveux avec un couteau. Enfin, c'est un cauchemar. Je suis le premier à les applaudir, je suis le premier à écrire des livres sur eux, à être admiratif, à essayer de creuser la phrase pour donner le mieux possible l'expression de leur courage, de leur bravoure, de leur résistance, de leur endurance. Et moi, je dois avouer que je me permettrais d'aller vers d'autres sentiers. Il y a eu clairement une rencontre avec la nature que je ne connaissais pas, une nature différente. La présence de l'eau, c'était impressionnant de se rendre compte à quel point c'était une eau qui était tout à fait différente, qui a cette couleur thé qui est donnée par la décomposition des matières organiques et qui crée une sorte de tanin tellement fort que ça a la couleur thé. Lorsque tu bois cette eau-là, pendant les 14 jours, et tu en bois énormément, puisque bien entendu qu'on n'allait pas porter de l'eau minérale. Peut-être qu'il y a là une sorte de symbiose, une sorte d'alchimie comme ça, une sorte de puissance minérale qui entre à l'intérieur de toi et qui fait que tu transpires différemment. Lorsque ils avaient envoyé des échantillons de cette eau à des laboratoires aux États-Unis pour savoir si on pouvait ou non boire cette eau, le retour du laboratoire avait été tellement positif, ils avaient dit on a rarement vu une eau aussi pure, et qui était sans doute due à cette décomposition des matières organiques qui finalement crée une sorte de, je ne sais pas, de bactéries transparentes, à les comprendre. Et cette information était une des premières informations que m'avait donné Henry lorsque j'avais dit on peut boire de l'eau des lacs parce qu'on va avoir soif pendant tout le voyage. Et il avait sorti le papier, le compte-rendu du laboratoire avec une sorte de fierté naïve en me disant mon ami, non seulement tu peux la boire, mais tout ce que tu buvras ensuite sera moins bon. Il y a la présence de l'eau avec El Salto Ángel, avec la cascade, et tout est eau dans la jungle comme tout est lumière, et il y en a peu, paradoxalement. Ce sont des forêts de pluie, mais où il ne pleut jamais vraiment, dans le sens où il y a sans cesse une sorte de petite bruine étrange, tout est humide, ce sont comme des fabriques de nuages. Il y a sans cesse de l'eau partout, mais elle est invisible. Et on a eu de longues journées où on ne croisait aucun ruisseau, aucun fleuve, où on ne traversait aucune petite quebrada. Et donc on avait soif, et on se rendait compte qu'à chaque fois qu'on regardait nos mains, que dans l'objectif de l'appareil, tout était embué, qu'on avait de l'eau sur le visage partout. Il y a de l'eau tout le temps, mais en même temps il n'y en a pas. On va vers une cascade, mais en même temps on ne touchera pas l'eau de la cascade puisqu'on descendra dans le rappel à côté. Et sans cesse dans ce jeu d'aller-retour, avec la présence de l'eau frappante, immédiate, omniprésente, et d'un autre côté, presque à aucun moment, tu ne la croises. Lorsque tu finis les 48 heures de rappel, tu arrives donc au pied del Ollantaytambo et de là, tu as quelques heures de marche jusqu'à arriver sur les berges du fleuve Churung où normalement devait nous attendre une pirogue. C'était la pirogue de José Camino qui lui est celui qui tient le campement touristique, entre guillemets, de Isla Ratón. La pirogue n'était pas là. Moi j'étais épuisé, j'avais mal au bras. Les Pemones étaient repartis parce qu'ils n'étaient pas descendus en rappel avec nous. Donc on portait davantage de poids qu'au début du voyage.
On était dans des conditions comme ça qui étaient difficiles et je me souviens qu'en marchant d'arbre en arbre, de mètre en mètre, de sentier en sentier, de chemin en chemin, en essayant de voir au loin si j'arrivais à voir le miroitement de l'eau, me dire on n'est pas loin du fleuve Chulung et essayer d'y découvrir une sorte de petite barque, une installation en bois, une pirogue et ne la voir nulle part et me dire cogne, encore, la situation est encore difficile. La pirogue n'était pas là et c'est pas grave, du coup on a tout simplement continué vers Isla Ratong tout en marchant et en suivant un petit peu le fleuve. Et petit à petit, au bout de quelques heures de marche, il nous restait presque plus de nourriture, on a commencé à croiser des touristes. Et je me souviens d'avoir croisé le premier touriste qui était avec madame, et la casquette comme ça, les baskets qui étaient propres et frais, souriants, agréables. Donc bien entendu, avec cet enthousiasme latino-américain, mais d'où vous venez les amis, non, me demande comme ça le touriste. On lui dit, non, nous on vient de Uruyeng, comme ça, vous venez de l'autre côté de la montagne. Oui, mon ami, c'est avec la barbe comme ça, les yeux. Et je me suis rendu compte que s'ils étaient là, c'est que probablement le campement de Isla Ratong n'était pas loin. En arrivant, José Camino, un véritable personnage comme ça, nous a reçus. On a pu donc boire une bière et ça a été la fête de la fin, ça a été le moment aussi où moi j'ai pu m'éloigner, prendre le moleskine, aller sur la petite pirogue qui donc bien sûr n'avait jamais bougé d'Isla Ratong et qui se balançait à côté du campement au soleil, qui avait déjà son bois avec une odeur de braise, une odeur de cendre et qui donnait vraiment juste sur la cascade. Et je me souviens comme ça, sans t-shirt, les pieds nus, m'être posé sur la pirogue, seule, comme ça, elle était toute chaude de soleil, avoir pris mon moleskine et regarder la cascade en me disant, bueno, maintenant c'est fini et maintenant, eh bien, un autre voyage commence, qui est celui de l'écriture. À un moment d'ennui, José Camino parut sur le seuil de la Churuta. Il me servit une bière que nous partageâmes en 2 verres. Voyant mon carnet, il me demanda avec une affectueuse raillerie, « Inspiré ?» Je fermai mon carnet honteux. « Pas vraiment, répondis-je. Qu'est-ce que tu voudrais écrire ?»« Ton paradis, dis-je en pointant la forêt. » Et il se tut. Il sourit et but une gorgée de bière. « Je ne sais pas comment on écrit un livre, hermano, me répondit-il avec l'humilité de ceux qui lisent peu. Puis, se ravisant, avec une forme de considération dans la voix, il continua. « Mais je sais qu'on jette la graine là où on veut que l'arbre pousse. » Il conclut sa phrase avec une inclinaison de la tête. À cet instant, suspendu dans un temps terrible, je découvris peut-être que sans avoir écrit, sans même avoir ouvert mon carnet depuis des jours, j'avais déjà commencé un récit dont je saisissais peu à peu l'épaisseur et le parfum. De cette aventure, Miguel Bonnefoy a publié un livre intitulé Jungle et paru chez Paulsen, dont vous avez pu découvrir quelques extraits au fil de ce récit. Une autre histoire de jungle est à retrouver dans l'épisode 3 de la saison 1. 2 biologistes partent sur les traces du singe araignée gris au beau milieu de la forêt inextricable dans le bouchon du Darien. Les Baladeurs, une série audio Léothers, signée Camille Juzo, avec la musique de Alissane Brassac et un mixage de Laurie Galigani. Ces récits vous transportent, dites-le nous, avec des étoiles ou un commentaire sur votre application podcast. Et dans 15 jours, nous nous retrouvons dans les dunes du sable du Niger, portés par les chants berbères. À bientôt.